5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti, on roule pour un autre épisode de l'Informel. Merci tout le monde d'être à l'écoute. Je suis super content de savoir que vous êtes avec nous autres pour un autre épisode. Plusieurs façons de nous suivre ici à l'émission. Évidemment, on est disponible sur la chaîne YouTube de TVC Basse-Lièvre, mais aussi on est disponible sous forme de podcast et vous allez nous trouver sur soundcloud.com. Faites une petite recherche, l'Informel, vous allez nous trouver facilement. Vous pouvez vous inscrire, suivre toutes les entrevues qu'on a proposées au cours de la saison. Si vous n'êtes pas familier avec la formule de l'informel, sachez qu'on est en onde pendant à peu près 28 minutes si vous êtes en train de nous écouter via Illico. Mais on jase pas mal à l'émission, fait que souvent on dépasse notre temps, mais ce qu'on fait, on s'assure que l'entrevue est disponible au complet sur nos différentes plateformes web. Aujourd'hui, c'est cool, on va parler d'entraînement, on va parler de conditionnement physique, on va parler de santé. Je suis sûr qu'il y en a de vous autres qui nous écoutez, que vous voulez vous mettre en forme ou bien vous faites de l'exercice, mais vous n'êtes pas nécessairement capable d'atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Ben, c'est tout ça qu'on va parler. Et pour le faire, je suis avec un gars qui est dans le domaine depuis longtemps. Je suis avec Stéphane Lantier, qui est entraîneur personnel. Exact. Comment ça va, Jean-François? Ça va super bien. Merci, Stéphane, d'être ici. Souvent, quand on se parle, on veut faire des trucs ensemble. Absolument. Ton emploi du temps est super serré. Il faut que tu gères ton agenda et tout ça, mais tu me trouves toujours une place. Fait que c'est bien apprécié. Ça me fait énormément plaisir d'être ici. Tu vois, je réalise que c'est quelque chose qui revient souvent quand je parle avec mes invités, comme ils sont souvent super occupés. Tout le monde est bien occupé. Moi, je suis occupé, toi aussi. La gestion du temps, je pense que dans le fond, c'est quelque chose qui fait partie de... c'est quelque chose qu'on doit regarder lorsqu'on veut connaître du succès en conditionnement physique. Oui, puis puis je m'inclus, on a tout le challenge de prendre le temps pour soi. Puis je te dirais... en étant dans une société capitaliste, on a l'avantage d'aller au Maxi, d'aller au métro, d'aller au IGA, d'avoir les fruits qu'on veut sur la planète. Mais de l'autre côté, on court du matin au soir. La plupart des gens qui viennent dans mon bureau, une des premières choses, c'est que, bon, son papa, son maman, ils ont un travail, il y a la maison. Donc, les gens courent, se lèvent, snoozent quelques fois, puis partent leur journée, les enfants, etc., arrivent le soir, les devoirs, puis il est rendu 8h30, 9h, les gens sont fatigués, puis ils se couchent. Donc, c'est un défi en soi de se choisir. On a tous 168 heures dans une semaine, mais j'avoue que c'est quelque chose aujourd'hui de trouver le temps, de prendre le temps de faire de l'activité physique. Fait que définitivement, la gestion de temps, c'est important de choisir... l'activité qu'on désire faire. Il faut avoir du plaisir à faire de l'activité physique. Ça ne devrait pas être un fardeau, mais bien un plaisir. Puis après qu'on a choisi notre activité, elle devrait être planifiée dans notre horaire. C'est un peu comme le travail. On sait qu'on travaille, exemple, de 8 à 5. C'est planifié dans notre horaire. Je pense que la meilleure façon d'être actif et de demeurer actif, c'est bien sûr de planifier également dans notre vie, dans notre horaire hebdomadaire, c'est quand qu'on va choisir de faire de l'activité. Puis en même temps, il y a vraiment moyen de le faire individuellement, mais si ceux qui nous écoutent ont une famille, bien, il y a moyen de choisir des activités aussi familiales qui peuvent être le soir ou la fin de semaine. Ça s'insère un peu mieux à ce moment-là dans notre agenda. Y a-t-il un outil, toi, que tu utilises particulièrement? Il y en a qui utilisent, mettons, Gmail avec le calendrier. Y a-t-il un outil que tu recommandes ou que toi, tu utilises personnellement? Non, pas nécessairement. Je pense qu'à la base, Jean-François, c'est vraiment un processus décisionnel. C'est pas tellement l'outil qui est important. Donc, moi, tu vas rester surpris, mais j'utilise encore un agenda manuel. Ah oui? Oui. D'autres, ça va être électronique. D'autres, ça va être sur le frigidaire. Fait que l'outil en soi n'est pas l'élément le plus important. Je pense que la première chose, c'est d'avoir pris la décision de prendre soin de soi. Et en fonction de ça, les gens vont prioriser dans leurs 168 heures une activité. Puis ils ne manqueront pas. Tu sais, si je dirais à quelqu'un, ce soir à 5 heures, si tu viens me rencontrer, je te donne 1 million, les chances qui se présentent sont relativement bonnes. Peu importe s'il travaille, right? Bien, l'activité, c'est un peu la même chose. Quand on vient au monde avec notre corps et avec notre esprit. C'est 2 denrées extrêmement rares qu'on devrait prendre soin. Donc, ça veut dire que si on veut prendre soin justement de ces 2 denrées rares-là, la prise en charge, on a une responsabilisation de prendre soin de notre corps, puis prendre soin de notre esprit. Puis ça passe justement par le fait que dans le 168 heures, notre moi devrait être à l'horaire.
C'est plus une question, dans le fond, de décision plus que de motivation. Bien, il y a une différence un peu, tu sais, il y a la décision puis il y a la motivation. Si je peux me permettre de t'en faire un peu la distinction, c'est que quelqu'un, exemple, qui vient dans mon bureau, puis il a pris la décision de faire de l'entraînement en salle, exemple au Gym Max où je travaille, puis il est à mon bureau, on est en consultation, il a pris la décision de se mettre en forme. L'élément motivationnel est un peu différent, mais il est très important. C'est que mon rôle, entre autres, c'est de vérifier avec la personne qui est en avant de moi, c'est quoi sa motivation profonde de se mettre en forme. Je te donne un exemple. J'ai eu une femme, il y a 2 ans passés, qui a pris la décision de perdre du poids. Elle avait beaucoup de poids à perdre. Selon elle, là, c'était un de ses objectifs. Donc, elle vient à mon bureau, puis on s'entend, là, ça demande des changements d'habitude de vie qui sont pas évidents au début pour beaucoup de gens. Là, commencer à s'entraîner, avoir une meilleure nutrition, changer des habitudes de vie alimentaire là-dedans, c'est pas évident. Fait que pour moi, c'est important, pas juste de fixer les objectifs, mais de vérifier pourquoi tu désires t'entraîner, pourquoi tu veux te mettre en forme, puis 2 réponses. Après avoir posé plusieurs pourquoi, j'arrivais à sa motivation profonde et elle s'est mise à pleurer. Elle dit « Stéphane, j'ai 3 enfants et à cause que j'ai plus de 100 livres à porter que je veux perdre, je ne suis plus capable de jouer avec mes enfants. » Wow. Je l'ai regardé, j'ai dit « Là, on vient de trouver ta motivation et garde-la parce que c'est ce qui va te permettre dans le temps de continuer à prendre soin de toi. Ton objectif de perte de poids, ça va. On va y arriver. Mais maintiens ta motivation profonde parce que c'est ça qui va être ta flamme de continuer dans le temps. Ouais. Ce que je disais sur la motivation, de ce que je comprends aussi, il y a des bonnes motivations puis il y a des moins bonnes. C'est-à-dire qu'il y en a, entre autres, que ça va être une motivation qui vient de soi, puis il y en a d'autres que des fois, c'est comme une motivation externe qui n'est pas nécessairement, en tout cas, selon moi, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus, qui n'est pas nécessairement la bonne, comme entre autres, souvent, c'est comme peut-être un peu trop pour le regard des autres ou des choses comme ça, qui n'est pas nécessairement une motivation, je pense, qui peut durer à long terme. Exact. La motivation, c'est une motivation qui est censée être intrinsèque. C'est correct, tu sais. Ça m'arrive des fois d'avoir des clients qui vont venir me voir et dire « Stéphane, je me marie dans 6 mois. J'ai 50 livres à perdre. Est-ce que tu peux m'aider? » OK, c'est une motivation, entre guillemets, extrinsèque. C'est un mariage, il y a une situation. Ça va. Mais ce qui est important, puis ça va aller jusqu'au mariage. Mais d'avoir des motivations intrinsèques du genre... Je veux rester actif le plus longtemps dans ma vie. J'ai un bon capital financier. J'approche de la retraite, mais je veux profiter de cet argent-là. Un coup, je suis arrivé à la retraite, puis là, je réalise que j'ai travaillé vraiment fort. Je manque d'énergie. J'ai peur de ne pas pouvoir ensuite profiter des activités que j'aimerais faire. Là, on commence à tomber dans une motivation un peu plus intrinsèque. J'ai quelqu'un, entre autres, je peux me permettre aussi, qui a perdu, ça m'arrive assez souvent, que quelqu'un perd un proche, sa mère, son père, puis qui se voit un peu suivre les mêmes patterns, puis que le décès est, entre autres, causé par la santé du parent ou du proche. Je te dirais que ça m'arrive souvent que la motivation profonde, c'est « j'aime ma mère, je suis en deuil, mais je veux pas finir comme elle. Je veux changer ma façon d'être, ma façon de faire. J'ai 2 enfants, puis je veux également être un bon modèle pour mes enfants. » Motivation intrinsèque. Tandis que, tu sais, on voit souvent le 1er janvier, les résolutions de l'année. C'est un peu extrinsèque parce que là, souvent, les gens vont dire j'ai trop mangé dans le temps des fêtes, j'aimerais perdre du poids. L'été s'en vient, je veux bien paraître sur la plage. Résolution de l'année, juste pour dire, bon, je commence quelque chose parce que c'est une nouvelle année. C'est une autre raison, mais c'est extrinsèque. Les risques sont que les gens vont commencer l'entraînement, exemple, en janvier, mais en mars, on les voit plus. Ouais, ça va être commun, ça. C'est commun. Mais tu vois, je me demande aussi comment est-ce qu'on fait. Moi, personnellement, la façon, c'est de dire, le matin, quand je me lève, je me pose même pas la question. C'est dans mon horaire, je me lève, je descends, je m'entraîne chez nous, je descends tout ça, je fais mes exercices et tout ça. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour rester motivé, pour justement continuer et ne pas perdre ces habitudes-là? Ça, c'est une des
ce que tu viens de me mentionner comme question, c'est une des, je pense, des plus importantes. Puis merci de l'avoir posée parce qu'elle est très importante. Moi, j'ai eu une leçon de vie parce que j'ai des clients qui me donnent des leçons de vie aussi. Là. Je ne suis pas parfait parce que je suis entraîneur. Il s'appelle Jack. Je n'aimerais pas son nom de famille, mais il va se reconnaître si jamais... C'est un top athlète. C'est quelqu'un que j'estime énormément. Il a fait de l'armée spéciale. Il a fait des combats ultimes. C'est un gars que j'estime beaucoup. Puis moi, j'ai eu des formations en entrevue motivationnelle, tout ça. Fait que la motivation, c'est très important. Puis j'en parle souvent. Puis à un moment donné, Jack, il me dit... on parle qu'il y a un background dans l'armée. Il dit, Stéphane, oui, merci de me parler de la motivation, mais il dit, il manque un petit morceau au puzzle. Fait que là, je le regarde, puis je suis là, Jack, de quoi tu parles? Quoi? Il dit, Stéphane, la rigueur et la discipline. Fait que là, sur le coup, j'ai pas aimé entendre ça parce que, tu sais, dans la vie aujourd'hui, là, les gens, c'est la liberté. Tu sais, rigueur, discipline, c'est vu négativement, mais son explication n'est pas comme ça. C'est plus genre... Si tu es important, tu vas faire au quotidien des petites actions au quotidien qui vont t'amener vers les objectifs cibles que tu t'es fixés. Fait que la motivation est fluctuante. Même si ta raison fondamentale, c'est que ta mère est décédée puis tu veux pas avoir les problèmes de santé qu'elle a eus, ta motivation ne sera pas à 100% tout le temps. Il y a des journées que ça va fluctuer. Fait que la motivation fluctue. Tandis que quelqu'un qui développe une rigueur, une certaine discipline, qui pleut, qui ait 2 pieds de neige, qui fasse moins 35, peu importe les raisons, il va avoir une certaine rigueur. Fait qu'une des parties du succès, c'est de comprendre que c'est important d'avoir une certaine rigueur et une certaine discipline pour continuer et perpétuer dans le temps, parce que la motivation, c'est important, mais elle fluctue. Comme humain, on n'a jamais une motivation au plafond. Comme aujourd'hui, on fait une entrevue, peut-être certaines personnes vont écouter, puis ça va les motiver. Mais la motivation dure un certain temps, donc c'est important aussi, je pense, de développer quand même une certaine discipline pour le mettre à l'horaire, puis qu'un an après, on est encore en train de faire les actions. Puis, pour terminer, j'ai un livre qui m'a frappé beaucoup qui s'appelle « Le léger avantage » de Jeff Olson. Puis, une des choses qu'il mentionnait dans le livre, c'est que c'est vraiment les petites actions. Ça n'a pas besoin d'être des grosses actions comme aller faire un marathon ou un Ironman. C'est de commencer quelque chose qu'on peut faire en fonction de notre condition physique, de graduellement augmenter le volume ou l'intensité, mais de perpétuer ça dans le temps, puis tu te réveilles 3 ans plus tard en top shape. C'est ça. Si tu commences en lion, tes chances sont que dans 4 mois, tu le fais plus, puis c'est humain. Ben, mon sensei, même semble c'est lui qui disait ça, mon sensei au karaté, que je salue d'ailleurs, qui disait que le bout le plus dur, c'est pas l'entraînement, c'est de se rendre à l'entraînement. Oui, parce que... D'accord avec ça? Définitivement, justement, ce matin, je parlais à un de mes clients qui est vraiment en forme, puis il me disait, tu sais, Stéphane, j'ai été faire mon 10 km ce matin, tôt un matin. Puis il est en forme, ça fait longtemps qu'il s'entraîne. Notre croisée de chemin a été en 2011, ce client-là. Puis je vais peut-être en reparler tantôt, mais un matin, il me disait, puis j'avais un petit sourire, il dit, ça me tentait pas un matin. Mais il dit, quand j'ai fait mon 10 km, il dit, pendant, j'avais un sourire, puis après, j'avais l'euphorie. C'est qu'après, c'est comme, wow, je me sens bien, je suis prêt à prendre ma journée. Mais c'est clair que ça ne tente pas toujours de le faire, mais en même temps, c'est donc important. On dirait qu'on oublie le sentiment d'accomplissement. Parce que souvent, tu sais, à cette heure, on a faim, on va vite au resto, tout est rapide, tout ça, puis on a moins souvent l'occasion de savourer, de faire un travail, puis d'en ressentir après la fierté d'avoir fait quelque chose. Oui, puis ça, c'est c'est un des aspects intéressants avec l'entraînement, c'est quand je parlais qu'on vient au monde avec le corps et l'esprit, c'est que l'entraînement a justement un impact, pas juste sur le corps, mais sur l'esprit, ça veut dire sur notre état psychologique. Donc, dans un premier temps, quand on fait, exemple, un entraînement ou une activité, puis on l'accomplit, on a un succès ou
on sent qu'on évolue, bien, il y a un sentiment d'accomplissement. Deuxièmement, ça a un impact sur l'image de soi, veut pas. Quelqu'un qui... Parce que, tu sais, on se leurra pas... les gens veulent se mettre en forme, mais j'ai quand même beaucoup de clients aussi qui veulent perdre un petit 5-10 livres, puis il est legit, là, c'est correct. Ça a un impact sur l'image de soi. On sécrète aussi des hormones pendant l'entraînement qui fait que ça a un impact sur l'humeur, ça crée une réduction du stress, ça favorise un meilleur sommeil. Fait que les avantages sont définitivement physiques, mais il y a énormément d'avantages psychologiques aussi à l'entraînement, dont le sentiment d'accomplissement. Puis une des choses aussi qui fait qu'en 2018, ça c'est important, qu'il y a des gens qui ne perdurent pas dans le temps, c'est qu'on est, comme tu disais tantôt, dans une société où on est dans une société de consommation. C'est le here and now. On veut un fast-food, c'est là. Mais l'entraînement ou se mettre en forme, c'est un processus. Si tu manges une pomme aujourd'hui, tu n'es pas plus en forme demain. Si tu manges une poutine aujourd'hui, tu n'auras pas un infarctus demain. Mais dis-moi ce que tu manges aujourd'hui, puis je te dirai ce qui va se passer probablement dans 10 ans. Fait que dans le fond, se mettre en forme, c'est des actions qu'on répète, mais c'est sûr que tu n'auras pas la finalité le lendemain. Puis des fois, les gens sont impatients, ils veulent tout de suite. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est un des rôles d'entraîneur, c'est à un moment donné, au niveau temporel, dire, écoute, c'est correct, tu veux perdre 100 livres, mais on s'entend qu'on va se donner un petit peu plus qu'un mois. Tu viens de parler justement des rôles d'un entraîneur. En plus de tout ce qu'on a déjà discuté, c'est quoi ton rôle comme entraîneur? C'est un rôle... C'est parce que il me semble, j'ai même l'impression que on parle de psychologie et tout ça, on dirait que ça va au-delà de juste la mise en forme, c'est quasiment... Oui, définitivement. Le vouloir d'aider les autres, peut-être. Là, en tout cas, c'est ce que je perçois de toi depuis que je te connais. Oui, ça me vieillit un peu parce que, je vais t'expliquer, c'est que j'ai commencé en 1995 d'être entraîneur, puis on était en 2018. Puis notre rôle a évolué beaucoup dans le temps, définitivement. Puis un des premiers rôles importants, c'est de reconnaître... c'est un rôle d'écoute, c'est d'être extrêmement altruiste et à l'écoute de l'humain qui s'assied avant toi, parce que chaque humain a son histoire, chaque humain a son historique médical. Donc, c'est dans un premier temps de reconnaître où la personne allait dans l'espace-temps, quels sont ses objectifs, puis de clarifier les objectifs. Parce que se mettre en forme, c'est assez vague. Ouais. On peut travailler en puissance musculaire, en endurance musculaire, en développement musculaire, au niveau postural, en flexibilité, en mobilité, la capacité aérobie. Mais c'est quoi que la personne veut? Fait que c'est de cibler clairement, ensemble, c'est quoi ses objectifs. Après ça, son temps. Avec lui, combien de fois semaine? Créer quelque chose, un environnement qui est réaliste. Puis on va même au niveau psychologique. Tu sais, j'ai des gens, moi, qui aiment la routine, puis j'en ai d'autres qui détestent la routine. Il y en a qui c'est des gens très actifs, ils veulent presque jamais arrêter dans leurs entraînements, puis il y en a d'autres qui veulent faire leur série, prendre une petite pause. Puis c'est correct. Il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Fait que un des rôles, c'est d'être à l'écoute de la personne, puis s'assurer de créer un livrable qui est spécifiquement collé à la peau de la personne pour l'aider à améliorer sa condition physique. Puis bien sûr, il y a un aspect psychologique. Il y a des gens qui arrivent au bureau puis ils ont vécu des tragédies. Fait que cette écoute-là est là. Puis il fait partie du plan d'action. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir, qui sont qui sont référés, qui sont en dépression ou en burn-out. Puis on va se faire un planning qui vont venir 6 fois par semaine au gym. Fait que quelqu'un pourrait dire, ben voyons, c'est trop. Ben non. La personne vient pour prendre soin d'elle. Elle va venir 15 minutes sur le tapis roulant, puis elle va prendre des belles respirations, puis elle s'en vient prendre soin d'elle. Fait que c'est mon rôle de m'assurer que le volume est court, mais dans nos stratégies, en fonction de ses buts, ben à ce moment-là, on peut aller de 2 fois semaine. Il n'y a pas vraiment de limite, mais ça demande quand même une expertise pour bien cibler puis de bien prescrire. Ça, tu me fais penser que dans le fond,
oui, tu consacres du temps, mais l'énergie que tu vas gagner en faisant ça, tu vas regagner ton temps ailleurs. Parce que tu as plus d'énergie pour faire plus de choses dans tes journées. T'sais. Définitivement, un des avantages physiques de l'entraînement, c'est l'énergie. Plus notre VO2 max, plus notre capacité aérobie est bonne, plus on a un résiduel énergétique en fin de journée. Ça veut dire qu'à l'entraînement, c'est sûr qu'il y a moyen d'augmenter sa capacité cardio-respiratoire. Puis à partir de là, les gens, dans d'une semaine, commencent déjà à sentir une augmentation de leur énergie. Ah ouais. Puis ça a un impact positif parce qu'à ce moment-là, ils arrivent le soir, bien là, ils ont de l'énergie pour passer du temps de qualité avec les enfants, puis avec leurs femmes ou avec leur homme, puis aller faire une activité en famille le soir, puis d'être peut-être un petit peu moins tendance télévision parce que ce qui arrive, c'est un cercle vicieux, hein? On n'est pas en forme, on est sédentaire, on est fatigué. On arrive le soir, ça ne tente pas d'aller courir. Là. On fait le plus pour manger, puis on s'entend que quand on finit de souper, on est fatigué. Fait que là, la télévision est attirante. Ouais. C'est quelque chose qu'on a discuté un petit peu avant de rentrer en ondes, puis vu qu'on en parle, les technologies comme la télévision, c'est pas nécessairement une bonne habitude de vie. Parce que ça a des impacts sur notre psychologie puis sur notre physique aussi à long terme. Oui, c'est sûr que la télévision en soi, ça va dans un sens au niveau informatique, au niveau de l'information. C'est ça qu'on est à la télé. Là. Oh, oui. Ça a ses côtés positifs, en fait, de divertissement puis en fait d'information. J'enlèverai jamais l'impact des médias, c'est pas ça, mais je suis obligé de te dire qu'en 2018, je suis extrêmement surpris de plus en plus parce que ça fait plus que 1000 personnes que je rencontre. Donc, j'ai vu un changement et on parle encore aujourd'hui que la moyenne des Québécois écoute plus de 30 heures de télévision par semaine. Wow, quand même. Hein? Fait que là, voici l'impact, c'est que ça a un impact partout. À un moment donné, j'ai vu une vidéo... c'est Sylvain Boudreau, c'est le Moi Inc. Puis dans le fond, ce que ça dit, c'est qu'un humain, c'est comme un peu une entreprise. Hein? On a un volet familial, on a un volet amitié, on a un volet couple, on a un volet personnel, on a plusieurs volets. Puis pour prendre soin de ces volets-là, il faut avoir du temps. Mais si on passe 30 heures en avant de la télé, la première question à se demander, c'est si je t'essaie à côté de ma femme, est-ce que ma relation avec ma femme va bien? Si tu écoutes 30 heures et vous ne parlez pas, j'ai envie de dire, OK, prends juste une semaine. Tu comprends? Une semaine, n'écoute pas de télé, puis prends cette 30 heures-là, puis mets en qualité avec ta femme, ta relation va aller mieux. C'est la même chose avec la condition physique. C'est qu'à un moment donné, la télé, ce qu'elle a créé, c'est de la sédentarité. C'est beaucoup plus... C'est plus ça qu'on vit que le surentraînement aujourd'hui, c'est la sédentarité. Puis deuxièmement, c'est que là, je me retrouve aussi avec des jeunes de 14-15 ans qui game 30-40 heures par semaine, puis qui se retrouvent avec des problématiques de posture majeures, comme une protraction de la tête, protraction des épaules, leur dose diminuée parce qu'ils sont constamment penchés vers l'avant, ils ne sont pas actifs, sont moins mobiles qu'une roche, et là, c'est un peu exagéré, mais c'est ça pareil. Puis on peut rire un peu, là. Oui, puis ils se retrouvent un petit peu avec des douleurs déjà lombaires. Puis habituellement, si je recule il y a 20 ans, je voyais ça plus avec des personnes du troisième âge qu'avec un jeune de 14 ans, tu sais. Puis il y en a un, entre autres, que j'ai en tête, c'est un adolescent, 14 ans, puis vraiment bon, là, gamer. Là, puis il a une super belle personnalité, puis écoute... C'était assez incroyable. Là. Au niveau postural, là, j'en ai des situations assez particulières. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est quand tu établis un lien de confiance comme entraîneur avec ton client, puis que tu as un respect de la personne qui est en avant de toi, peu importe la circonstance, c'est que tu as un rôle de guide de tranquillement l'animer à changer ses habitudes de vie pour prendre soin, pour que la personne puisse prendre soin d'elle, puis pas juste à court terme, mais pour le restant de ses jours. Fait que là, ce que tu me dis, c'est que tu observes des problématiques que tu voyais chez des gens âgés, mais maintenant chez les plus jeunes. Exact. À cause des en tout cas, tablettes et tout ça. Définitivement. Puis là, on parle quand je parle de ça, c'est vraiment des jeunes qui sont vraiment pas en forme, qui ont une perte majeure de flexibilité, de mobilité et des problématiques de posture qui pourraient leur occasionner des douleurs ou des blessures parce que je pense qu'un des points de travail qui commence, c'est une de mes niches aussi, là, parmi d'autres, mais c'est le correctif postural. Les gens... On se tient pas bien. Hein. Non, c'est ça. Fait que
Fait que c'est pas juste des... Fait que tu sais, c'est d'amener les gens à comprendre aussi que, tu sais, je peux aider quelqu'un à améliorer sa posture au gym, mais si pendant son 40 heures de travail, il y a une job assis, puis qu'il est arrangé... je vais déplacer mon micro. Ça ne dérange pas. Non, pas tout. Puis tu sais, qui est comme ça, en avant de l'ordinateur, ben là, je me bats contre 40 heures de travail. Je comprends. Fait que tu rames à contre-courant. Ben oui, même ça... Puis quand tu travailles sur l'ordinateur, souvent, en tout cas, moi, je me rends compte que je vais pitonner de même, là. Ben oui. Je suis comme courbé. Là. Fait que de modifier un poste informatique, là, ça ne demande pas un ergonome de renommée internationale. Ça demande d'aller pitonner sur Google, puis poste ergonomique, puis n'importe qui peut assez facilement modifier quand même son poste informatique pour son poste de travail. Je dis bien pour quelqu'un qui travaille fréquemment devant un ordinateur, là, de modifier son environnement de travail pour améliorer sa posture. Fait que un autre des rôles d'un entraîneur, c'est pas juste de penser, par exemple, au gym, la personne qui s'entraîne au gym, mais c'est de faire un regard également sur sa position de sommeil, sa position de travail, puis ses habitudes de vie à l'extérieur pour l'aider globalement dans sa santé. Ouais. Ça, c'est drôle, ça me donne une autre image parce que j'ai l'impression que c'était le gars au gym qui dit « OK, tu fais tant de reps, tant de ça », puis tu sais, mais c'est beaucoup plus grand que ça. Oui, c'est plus grand que ça. Fait que c'est intéressant. Oui, effectivement. Puis... on parle du gym. Le gym, c'est pas nécessairement pour tout le monde. Est-ce qu'on peut, puis là, je vais te faire prêcher un peu contre ta paroisse, peut-être, je sais pas, mais est-ce qu'on doit absolument avoir un programme? Est-ce qu'on doit absolument s'inscrire dans un gym pour se mettre en forme ou bien si on peut faire autrement puis un peu gérer soi-même nos exercices physiques? Super bonne question. Se mettre en forme, il y a plusieurs façons, Jean-François, de se mettre en forme. Définitivement, c'est pas obligé d'être au gym. Écoute, ça peut être... je m'en vais prendre des marches. Je participe à... Je commence du tennis. Je m'en vais dans... Tu sais, je fais de la marche en montagne. Je commence de la natation. J'imagine que ça va faire... ça va dépendre des objectifs, entre autres, de ce qu'on veut faire. Mais on va continuer là-dessus dans quelques secondes. Je m'excuse, Stéphane. Je suis obligé de dire, pour ceux qui nous écoutent à la télé, on arrête bientôt. Fait que je vais juste vous dire merci de nous avoir écoutés. Je rappelle au www.tvc.qc.ca. C'est là que vous allez trouver tous les liens, toute l'information pour les entrevues qu'on fait ici à l'Informel. Donc, rendez-vous là. Vous allez pouvoir nous suivre pour le reste de l'entrevue. Merci beaucoup. Bonne soirée. Donc, excuse-moi. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, la seule chose quand c'est à l'extérieur du gym, d'un gym, puis que la personne le fait par elle-même, c'est que tu vas améliorer globalement ta condition physique si ton... Là, je ne veux pas rentrer dans rien de trop complexe, mais si ton stress mécanique est de façon telle que tu optimises un peu ta condition. Je te donne un exemple. On prend quelqu'un qui est quand même relativement en forme, puis il décide que pour améliorer sa condition physique, il va faire du jardinage. Oui, le jardinage, c'est une activité. Oui, il y a une dépense calorique. Oui, c'est... un médecin va dire soyez actif, là, faites un peu de jardinage. Oui, ça fonctionne, mais ça fonctionne pour un certain temps. À un moment donné, c'est limitatif. Quand on veut augmenter sa condition physique, bien, c'est important qu'on se donne des petits challenges, des petits défis. Puis on appelle ça, il y a un principe qui s'appelle le principe de surcharge progressive. Donc, souvent, si quelqu'un décide de prendre une marche, puis il était sédentaire, c'est clair que sa marche va améliorer sa condition cardio-respiratoire. Mais après un certain temps, s'il garde le même volume temps, exemple 30 minutes, la même vitesse de marche, il va plafonner. Puis ça ne prendra pas beaucoup de temps. Le corps s'adapte dans le fond, puis c'est comme si c'était normal. Oui, exactement ça. Donc, si ça marche, c'est dans un objectif psychologique de regarder autour, puis tout ça, c'est correct. Mais si l'objectif, c'est d'améliorer sa condition physique, il y a un moment donné, ça marche, il faut qu'il y ait quelque chose qui change, qui progresse pour créer un petit stress corporel pour que le corps s'adapte et améliore sa condition. Puis c'est pour ça que dans un gym, c'est un endroit où il y a moyen, tu sais, avec un... Puis pour répondre à une de tes questions, non, les gens ne sont pas obligés d'avoir un entraîneur personnel en s'inscrivant dans un gym. Il y a moyen de peser sur un bouton puis de marcher sur un tapis roulant.
puis de marcher comme si on était dehors. Sauf que, tu sais, il n'y a pas loin d'1 million en équipement dans ce gym-là. Et à un moment donné, il y a une partie très technique aussi dans l'exécution des exercices. Puis en même temps, quand quelqu'un veut vraiment prendre soin d'atteindre des objectifs, c'est là que l'entraîneur rentre en compte parce que notre rôle, c'est de s'assurer de spécifier les objectifs, de s'assurer aussi que la prescription d'exercice va être en fonction de la capacité actuelle du client et que les densités, l'intensité puis le volume sont en fonction de ce que la personne désire accomplir. Et là, à ce moment-là, l'élément respiration, vitesse de mouvement, temps de pause, posture rentre en considération. Fait qu'on a un rôle quand même important à jouer là, dans un centre de conditionnement physique. Et je dirais, Jean-François, que là, 25 ans, je n'aurais pas pu vivre de ce métier-là. Et aujourd'hui, parce que j'ai eu un centre de conditionnement physique, j'étais propriétaire et entraîneur dans le temps. Okay. Mais aujourd'hui, je te le dis, c'est vraiment différent. Là. Mon record, j'ai entraîné une femme de 97 ans, qui est Mme Audi. Là, j'ai des clients qui ont 80 et plus, là, puis ils me payent. Là, les gens comprennent l'importance d'investir sur leur capital santé. Puis un entraîneur, là, c'est pas dispendieux. C'est pas d'être suivi à chaque fois que tu t'entraînes. C'est de bien se partir pour s'assurer que l'outil et le programme d'entraînement est en fonction des objectifs. Fait que je peux autant entraîner quelqu'un qui a eu une blessure, qui a eu une situation, qui a eu un infarctus, qu'une personne qui a fait des crises de panique, puis des crises d'angoisse, puis que là, il est à l'étape où il veut graduellement là, se remettre en forme, prendre soin de lui, tout ça, qu'une femme qui a 80 ans, on peut pas mal entraîner tout le monde, sauf qu'on s'entoure maintenant des spécialistes. Un entraîneur, son rôle aussi, c'est de ne pas penser qu'il a le monopole de la vérité. C'est que quand je rencontre quelqu'un, puis la personne a eu un infarctus, puis a été suivie par un cardiologue, puis là, par exemple, elle a aussi une tendinite, puis est suivie par un physio, bien, mon rôle avant la prescription d'exercice, c'est que je contacte le cardiologue, je contacte le physio pour regarder c'est quoi les atteintes permanentes s'il y en a, puis c'est quoi les limitations fonctionnelles, puis c'est quoi les recommandations des spécialistes pour qu'en plus d'aider le client à atteindre ses objectifs personnels, qui peut être je veux perdre quelques livres, je veux me mettre en forme, avoir plus d'énergie, c'est qu'en même temps, le cardiologue va dire Stéphane, voici les paramètres d'entraînement que je te recommande quand tu vas améliorer la condition cardio-respiratoire de la cliente. Un physio va me dire Stéphane, voici les amplitudes articulaires à respecter pour l'instant, mets un accent à renforcer la coiffe des rotateurs, tout ça, puis on s'entoure des gens. Fait que ça veut dire qu'on a un rôle quand même qui commence à être, qui est important là, à jouer. Là. Dans la santé globale. Dans la santé globale, on a un rôle important, oui. Mais c'est moi où, dans les 10 dernières années, il y a eu un boom aussi. On dirait que l'exercice physique, là, c'est devenu, devenu in, c'est devenu l'affaire. Moi, je suis obligé de dire que définitivement, j'ai pas eu le temps d'analyser la cause. C'est qu'est-ce qui a amené ça, mais je pense qu'à un moment donné, la publicité, tu sais, à un moment donné, là, tu sais, il y a eu des changements là, juste dans le Pepsi puis dans le Coke, les Coke diète. Il y a eu comme un revirement de direction, là, puis ça a comme créé une promotion de l'activité physique un peu plus forte. Tout ce qui touche le tabagisme, il y a eu des gros mouvements à ce niveau-là, fait qu'on dirait que ça a eu un effet domino, où que là, il y a vraiment, là, on parle de toutes sortes de gens qui viennent au gym de 12 ans à 90, puis des gens, justement, j'ai eu une madame, sans nommer son nom, qu'on s'est parlé avant-hier, elle a eu un infarctus, elle a une situation médicale, elle a 85 ans, on a jasé ensemble avant son inscription, puis moi, j'ai créé un lien de confiance, mais je l'ai rassuré aussi que, inquiétez-vous pas, oui, il y a quelque chose à faire, mais moi, je vais m'assurer que si vous inscrivez et on se voit, je vais appeler vos spécialistes. Hey, écoute, c'est important. Si je veux prendre soin d'elle, il faut que je prenne le temps de faire les appels puis de m'assurer que je prends soin de sa santé globalement et que je respecte sa situation actuelle. Fait que les gens qui vont te voir, dans le fond, ou les gens qu'on voit dans le contexte d'un gym, leur objectif varie. Là. Il y a des gens qui
pour améliorer leur santé. Il y en a d'autres, c'est pour obtenir de la masse musculaire et tout ça. Mais est-ce qu'il y en a que c'est... Est-ce que tu as une tendance dans tes clients? Est-ce que... Moi, l'impression que ça me donne quand je regarde un gym, tout le monde veut avoir plus de muscles. T'sais. Mais est-ce que c'est ça la tendance ou non, c'est vraiment aussi autre chose? Ça la clientèle a changé beaucoup aussi. Là. Okay. Autant les personnes qui ont du poids à perdre, les gens plus âgés sont à l'aise maintenant dans un gym parce que là, on a vraiment une grande variété de clientèle. Puis c'est très respectueux dans le gym. Ouais. Où j'œuvre, les valeurs familiales, les valeurs de respect, de service à la clientèle, d'hygiénité, c'est toutes des choses qui sont présentes. Et la fidélité, le lien de confiance, c'est des choses qui font partie de la promotion du gym. Les propriétaires mettent un accent sur ces valeurs-là. Et nous, on est représentants du centre, donc c'est important. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec des gens avec des besoins complètement différent. Moi, je peux suivre quelqu'un qui s'en va faire un Ironman, puis le lendemain matin, j'ai une personne de 75 ans qui n'a jamais fait d'entraînement de sa vie, puis qui est référé, que le médecin lui a suggéré fortement de faire de l'exercice. Donc, on se retrouve là avec une variété très, très grande de besoins. Et de là, une des qualités d'un entraîneur, c'est d'être capable de s'adapter aux besoins puis d'être polyvalent. Là. Dans le contexte de ceux qui s'entraînent plus pour obtenir plus de masse musculaire, plus de force et tout ça, moi je suis de l'époque où est-ce que, tu sais, s'entraîner pour moi c'était Rocky, là, parce que c'est intense, puis c'est à la planche, puis au maximum de nous autres. Mais là, j'écoutais une entrevue, entre autres, tu dois connaître Faraz Zahabi, le coach de Georges Saint-Pierre. Oui. Il parlait de favoriser la constance plus que l'intensité. Toi qui es en conditionnement physique, tu penserais quoi de ça? Est-ce que ça... Je te dirais oui. Il faut que je fasse attention à ce que je vais dire, mais oui et non. Dans le sens où l'intensité, c'est une variable qui est importante à prendre en considération, mais où qui a absolument raison, c'est qu'il faut faire attention pour ne pas travailler de façon extrêmement intense pendant toute l'année. Ça veut dire qu'il faut périodiser. La constance, dont on avait parlé tantôt, la constance et la fréquence dans le temps, c'est une donnée que je calcule ou qui a absolument raison. C'est une donnée qui est de la plus haute importance parce que, dans le fond, comme je parlais tantôt, à cause du principe de réversibilité, c'est que malheureusement, puis c'est bien le cas, c'est que si je travaille en développement musculaire, puis je fais un programme d'entraînement en développement musculaire, je vais avoir des gains en masse musculaire qui sont un peu surnaturels, qui sont basés sur un stress, avec des poids lourds, avec un nombre de répétitions X, un temps de pause X qui t'amène un résultat. Mais s'il n'y a pas la constance, puis on arrête de faire l'entraînement en développement musculaire, le corps revient à son état initial graduellement. Ça veut dire qu'on va reperdre la masse maigre. Donc, ça veut dire que la constance est importante, mais en même temps, l'intensité, elle l'est aussi parce que c'est un facteur qu'il faut prendre en considération là, dans l'entraînement. Donc, il y a un moment donné, ça existe qu'on dit à un client qui est en développement musculaire et qui a une certaine expérience, quand tu arrives à la 10e répétition, tu n'aurais pas été capable d'arriver à la 11e. Tu es en intensité maximale. C'est correct. Sauf qu'en même temps, tu fais attention à ce moment-là pour que le volume d'entraînement ne soit pas trop grand. Il y a 3 facteurs, dans le fond, dans un programme d'entraînement. Il y a la densité, il y a l'intensité, il y a le volume. Fait que comme entraîneur, on joue avec ces variables-là. Le client n'est pas toujours au courant, dans le fond, du travail sous-jacent. Mais si je mets beaucoup d'accent avec mon client sur l'intensité, je vais des fois faire attention au volume, je vais baisser un peu le volume d'entraînement et ou la fréquence hebdomadaire. Fait que c'est des variables à prendre en considération pour justement éviter le surentraînement. Ça arrive pas souvent, mais pour les athlètes de haut niveau comme Georges Saint-Pierre, c'est clair que l'intensité, c'est un facteur à faire attention parce que souvent, exemple comme quelqu'un qui se prépare pour un Ironman, on s'entend, là, c'est quelque chose. Là, c'est des 20-25 heures d'entraînement par semaine. Ces gens-là sont plus à risque de surentraînement. Donc, l'intensité, il faut faire attention à cette variable-là parce qu'à un moment donné, si tu fais 25 heures en intensité maximale, tu ne feras pas ton Ironman. Là. Non, puis j'imagine qui dit surentraînement ou d'être trop intense dit blessure. Oui, on est plus à risque. Donc, une des choses qui est super importante aussi, puis ça, c'est autant à l'extérieur d'un gym que dans un gym, c'est que j'amène aussi un entraîneur, un de ses objectifs, c'est d'amener la personne à être en contact avec soi-même.
Okay. Les gens sont souvent vers l'extérieur. Je travaille, je prends soin de mes enfants. Je vais prendre ma douche, je me prépare à travailler, je reviens, je m'en vais réparer ma voiture, j'ai le souper à préparer, les devoirs de mes enfants. Les gens ont perdu un peu d'être en contact avec eux. Comment ils se sentent? C'est quoi le feeling qu'ils habitent? Il y a un des psychologues, à un moment donné, qui disait que si chaque humain prenait 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, sans rien, être en contact, être soi, comment tu te sens? Tu sens-tu de la frustration? Tu sens-tu de la colère? Tu sens-tu de l'anxiété? Tu sens-tu de l'angoisse? Quel est le sentiment qui t'habite? Puis deuxièmement, juste comme te détendre, méditer, puis être en contact avec soi, il mentionnait qu'il était pour avoir beaucoup moins de gens qui étaient pour le voir. C'est que 5 minutes, les gens ont de la misère à prendre ça. Souvent, on est dans le faire, puis on a de la difficulté à être en contact avec soi. Fait qu'au gym, on apprend aux gens à respirer. Comment tu te sens rendu à la 10e répétition? Moi, le plus important, c'est que je rends les gens autonomes. Si je dis à personne, à la 10e répétition, j'aimerais que ton degré d'effort sur l'échelle de Borg modifié soit modérément difficile, j'amène la personne responsable de progresser ses poids en fonction du feeling ressenti à la 10e. Là, je l'amène à être en contact avec lui. Puis ça, c'est vraiment important. Parce que des fois, il y a des gens qui se retrouvent, quand on parle plus de l'élément psychologique, je vois beaucoup de gens qui sont dans des situations difficiles, puis ils restent dedans. Puis ça me fait de quoi? Je souhaite vraiment aux gens, puis je m'inclus là-dedans, j'ai encore des défis personnels, là, je ne suis pas parfait. On a tous. Mais je pense que c'est important, la zénitude, là, autant que ça a l'air un peu cliché, mais l'humain cherche à être heureux, cherche à être aimé et cherche à être bien. Puis souvent, à tort, on le cherche dans le matériel. Mais si on prendrait soin de notre corps et on prendrait soin de notre esprit, puis d'avoir un certain bien-être intérieur où que la plupart des émotions qui nous habitent sont positives, puis qu'on prend soin d'un élément important qui est notre corps qu'on est né avec, les gens seraient plus heureux. Mais tu vois, 5 minutes, comme le psychologue parlait, est-ce que, j'imagine que dans le programme, quand tu rencontres des clients, tu recommandes de l'exercice, mais il faut que tu recommandes du repos aussi. Donc, sommeil, puis peut-être méditation. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu touches avec eux autres. De plus en plus, la méditation, le sommeil et l'aliment et la nutrition. Donc, tu sais, c'est des choses qu'on aborde là, parce que le sommeil, ça aussi, quelqu'un qui vit de la surfatigue, qui vit du stress, souvent, par ricochet, commence à avoir des difficultés de sommeil. Je ne veux pas généraliser là, aujourd'hui. Là. Chaque personne est unique, je dis bien, mais j'essaie juste de mettre un portrait global pour que les gens puissent... Puis ça crée un effet rebond. Là. Quelqu'un qui a des difficultés de sommeil, surfatigue, difficulté à récupérer, émotivement plus sensible, plus potent au stress et vice-versa. Donc, c'est clair qu'à ce moment-là, on va aider les gens à éliminer la technologie une demi-heure, 45 minutes avant le dodo, méditer, écouter de la musique de détente, faire de la lecture, réduire les choses, là, réduire un peu le cérébral, puis d'essayer de y aller, là, d'avoir un genre de petit protocole. Puis ça peut inclure justement la méditation. La méditation, ça a sa place. C'est d'être au moment présent. Souvent, les gens sont hier. Quand je dis souvent, il faut faire attention encore, mais il y a beaucoup de gens qui sont à hier, ou v'là 4 ans, là, certains deuils ne sont pas encore faits, ou dans le futur. Mais ils anticipent. Donc, c'est une des belles choses, à un moment donné, c'est d'avoir fait la paix avec le passé, d'avoir avoir un sourire envers le futur, avoir confiance en l'avenir, l'avoir planifié, mais un coup qui est planifié, d'avoir confiance en l'avenir, puis le plus possible de vivre le moment présent. Donc, c'est clair que la méditation peut être un élément qui aide, puis ça favorise le sommeil. Bien sûr, ça l'aide par ricochet le sommeil. Puis l'alimentation, c'est un autre point, bien sûr, qui aide. Sauf l'alimentation, c'est important. Oui, définitivement. Mais je suis content qu'on parle aussi de détente, méditation et tout ça. D'autant plus que mes enfants sont en studio. J'espère qu'ils écoutent. Je leur casse les oreilles avec la méditation tout le temps. Puis je les fais pratiquer aussi. Mais moi-même, j'en ai vu les bénéfices, puis je trouve ça, c'est incroyable. C'est un changement. En tout cas, quand tu prends le temps, justement, de ressentir comment tu te sens et tout ça, puis capable de te détendre, c'est quasiment un changement de vie. Puis peux-tu me permettre, Jean-François? Permets-toi. Un truc, parce que
moi, j'ai la chance d'être souvent au moment présent, donc tu sais, je n'ai pas de mérite, là, mais il y a des gens qui ont de la difficulté à être... Parce que leur cognitif est ailleurs. Je vais donner un petit truc bien simple. J'appelle ça les 3 S, dans le fond. Exemple, le visuel, l'auditif puis le toucher. Fait que dans le fond, quelqu'un qui veut essayer de se grounder au moment présent, ce qu'il peut faire, c'est il connecte avec 5 choses qu'il voit. Ensuite, 5 choses qu'il entend et 5 choses qu'il touche, qu'il ressent. Puis les sens, c'est du moment présent. Donc, ça l'aide quelqu'un à focusser, à se ramener au moment présent. Ça peut être une première phase de méditation. La deuxième, c'est peut-être une musique choisie sur YouTube. Puis la troisième, c'est bien sûr la respiration profonde. D'avoir une bonne respiration profonde. Puis ça, n'importe qui tape ça, là... écoute, c'est plein de vidéos puis d'explications de c'est quoi une respiration profonde. Fait que ça, je pense que c'est important aussi pour favoriser une bonne méditation. Est-ce que tu as déjà regardé à la visualisation aussi pour soit les athlètes avec qui tu travailles ou des clients? Oui, définitivement. Oui. Puis ça va aller, je te dirais, autant pour une personne qui est pas dans le domaine athlétique qu'un athlète. Souvent... un objectif mesurable. Fait que dans le fond, de visualiser où on veut être, c'est quelque chose que je parle avec mes clients. Puis ça peut se faire vraiment de différentes façons, là, autant que ça peut être... Puis j'aime beaucoup parler de réalisme aussi. Là. Tu sais, on s'entend. Ça veut dire que la visualisation, exemple, quelqu'un qui veut perdre du poids, ça m'est arrivé à un moment donné. J'ai dit, OK, on peut-tu se mettre une image? Tu sais... matérialiser où tu veux être là, dans ta perte de poids. Puis la personne m'apporte une fille de 18 ans qui était, je pense, Miss Fitness America, qui n'a jamais eu d'enfant, puis qui a 18 ans, puis qui est shapée, puis elle s'entraîne 23 heures par semaine. C'est qu'à un moment donné, la visualisation, c'est une chose, mais en même temps, elle doit être forgée sur quelque chose qui est réaliste. Mais définitivement, c'est important. Puis la visualisation avec les athlètes est une dose beaucoup plus complexe que ce que je viens d'expliquer là. On pourrait en parler une demi-heure, mais avec les athlètes, c'est une autre chose. Des fois, il y a toute une séquence où ils vont vraiment segmenter leur performance puis visualiser chaque étape. Fait que là, on rentre dans quelque chose, puis en même temps de couper, d'être capable de faire une coupure d'échecs antérieurs. Par exemple, ils font des tentatives, puis ils n'ont pas un succès. Là. Maintenant, ils veulent essayer un saut, essayer quelque chose, un plongeon, puis il manque. Ben, tu sais, la visualisation aussi, ça demande de toujours être en regard vers je suis en train de le refaire, mais de faire une abstraction des échecs qui fait en sorte que tu perds d'être in the zone. Fait que, tu sais, mais là, on rentre dans quelque chose que... Point, là, c'est une autre affaire. Tu sais, là, on rentre dans plusieurs détails dans ce temps-là, puis qui touche un peu à la visualisation, mais qui globalise un peu plus. Là. Mais quand tu parles des gens qui ont des objectifs, j'imagine que ce qui se passe aussi, c'est qu'il faut respecter qui on est comme personne, puis avec quoi qu'on est né finalement. Là. Dans le sens que, moi je suis né, excusez le terme, je suis né petit cul, puis je peux pas penser que je vais peser 200 livres bâti, tu sais. Ou quelqu'un qui est un certain poids, ben il sera jamais non plus à 120 livres ou whatever. Là. Oui, un des rôles d'un entraîneur, c'est que on pose des questions ouvertes. C'est pas tellement à nous de trouver, c'est spécial. Une bonne entrevue là, en rencontre initiale, là, on n'impose rien, on pose des questions, puis souvent la personne elle a... Il réalise lui-même. Oh, oui, puis la personne a la réponse. Moi, c'est pas moi qui va déterminer combien de fois semaine le client va s'entraîner. Là, je dis, OK, selon toi, réalistiquement, combien de fois semaine tu aimerais t'entraîner et combien de temps tu voudrais y mettre à chaque fois. Fait que quand on arrive au niveau des objectifs, mon rôle, c'est d'écouter les objectifs de la personne, mais tu as absolument raison, c'est qu'à un moment donné, si quelqu'un est ectomorphe, ectomorphe, c'est quelqu'un qui a une tendance naturelle à être mince et élancé, veut devenir Arnold Schwarzenegger, c'est sûr que là, à ce moment-là, je vais demander de permettre de mettre mon chapeau d'expert, puis de dire, écoute, est-ce que je peux me permettre par rapport à ton objectif? Le client me dit oui. Je dis, écoute, je pense que selon ce que je vois, selon ton type corporel,
je pense que ton objectif est irréaliste. Qu'est-ce que tu en dirais qu'on y aille progressivement, puis on verra où que ça mène, mais on doit aussi être honnête. L'intégrité est vraiment importante. Fait que de faire accroire des choses, c'est pas dans moi du tout. Je suis un gars qui est très honnête. Moi, je suis un gars qui est très positif. Fait que je vois qu'un humain peut atteindre des succès incroyables, mais en même temps, c'est sûr que ça m'arrive des fois de devoir remettre les pendules à l'heure. Puis ça va aussi avec l'anorexie. Là. Si j'ai quelqu'un qui pèse 98 livres et elle veut perdre du poids, on s'entend, là j'ai un autre rôle. Il faut y aller avec douceur, avec empathie, puis en même temps, il faut tranquillement, là, On a effleuré un peu ce sujet. On a parlé de nutrition tantôt. Nécessairement, ça a un rôle. Définitif. On dit qu'on est ce qu'on mange. Là. Oui. Est-ce que... Parce que moi, ce que je réalise, c'est que quand je lis sur la nutrition, on dirait que c'est difficile d'avoir un consensus. Oui. Il y en a qui vont recommander des choses, il y en a d'autres qui recommandent d'autres. Toi, c'est quoi ton regard là-dessus? C'est vrai, il n'y a pas de consensus. Puis je suis pas sûr qu'il va en avoir un... Il y a plusieurs approches, là. L'approche keto, l'approche paléo, l'approche... Fait que je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui parce que chaque sujet pourrait... Mais la nutrition est importante. Vous pouvez aller vous informer sur Internet. Faites un peu attention à ce que vous lisez, bien sûr. Mais si je peux, au public général, donner mon opinion à ce niveau-là, c'est que... le plus important, je pense, entre autres, c'est une assiette équilibrée. Puis je vais résumer simple, là, mais on s'entend que chaque personne que je rencontre, j'adapte. Ouais. Mais quand on parle d'une assiette équilibrée, on parle que la moitié de l'assiette devrait être des légumes. Donc, quand on prend notre assiette, la moitié de ton assiette, c'est des légumes, puis idéalement des légumes variés là, en couleur. Okay. Puis ensuite, si je mets ça simple, ça, c'est 50%. L'autre 25% de protéines. Puis là, quand on parle d'une protéine, une protéine qui est saine, idéalement. Donc, on s'entend tous, là, puis tout le monde le sait, mais je comprends qu'on est pendant la période estivale, donc je ne ferai pas des ennemis en disant ça, mais... Mettons un steak, il y a du gras cuit à flamme vive. On le sait tous qu'il y a un petit potentiel cancérogène à long terme là-dessus. C'est pas idéal. Fait qu'une viande rouge, oui, il y a du fer, mais les gras, c'est des gras saturés, c'est pas les meilleurs gras. Donc, si on mange une viande rouge, y aller avec diligence, pas en manger trop souvent, puis essayer de manger une viande extra maigre, donc bison, cheval, chevreuil, orignal ou bœuf, mais extra maigre. Poulet, dinde, poisson. Puis les poissons, quand on parle d'un poisson blanc, là, un peu plus neutre au niveau des gras, mais après ça, maquereau, sardines, saumon, c'est des poissons gras, mais c'est des bons gras. Donc, 25% de l'assiette au niveau de la protéine, puis l'autre 25% féculents, produits céréaliers. Puis encore là, il y a une tendance, c'est la tendance gluten. Oui, les céréales, ça, c'est... Oui, c'est ça. Puis la tendance gluten, elle risque... Puis là, je vais me permettre en ondes, mais elle risque de se maintenir. La raison, c'est que très peu de gens est cœliaque, qui on s'entend. Très peu de gens sont nécessairement là, intolérants au gluten, mais ce qui arrive, c'est que c'est une protéine qui est élastique, puis elle se colle, elle est collante un peu. Fait qu'elle risque, c'est un risque là, à moyen terme de développer, elle se colle au niveau des parois intestinales, puis elle peut éventuellement générer de l'inflammation intestinale. Puis l'humain, aujourd'hui, la santé microbiotique est importante. Donc, je dirais que produits céréaliers, alisidon avec une pâte de sarrasin, quinoa, patates douces, riz basmati, tu sais... Ça serait peut-être un bon choix. Fait que ça, c'est l'assiette des alternatives. Oui, puis la dernière chose, c'est après ça, couper... Tu sais, moi, entre une poutine puis, admettons, du poulet... Tu sais, c'est assez facile. Fait qu'après, là, je dirais, côté nutrition, là, graduellement, ayez le plaisir de manger des bonnes choses. Fait que faites des bons choix. Tout le monde le sait. Là. On s'entend-tu qu'un bonbon, du chocolat, je dis pas de pas en manger du tout. C'est juste un moment d'y aller avec modération. Tu sais, boire une bière, on ne meurt pas de main. Là. Mais si t'en bois 24 d'une fin de semaine, c'est une autre affaire. Oui, puis il y a tout le pattern de, tu sais, les sucres, c'est un peu addictif, puis tout ça. Là. Mais peut-être plus jeune tu commences, plus c'est facile, je trouve, après. Oui. Fait que, oui, puis en même temps, on est au Canada, on est au Québec, ferme agricole, ferme laitière, puis c'est correct, là. Mais c'est juste que nous, on est éduqués avec une bolle de céréales, un verre de lait, un yogourt, un fruit, là. Mais la charge glycémique
elle part pas trop bien le matin. Pourtant, ça a l'air santé. Je prends une céréale santé, un verre de lait, un yogourt et un fruit. Je suis pas en train de manger un trio Big Mac. Mais ta charge glycémique est un peu trop haute, dans le sens que c'est pas nécessairement le meilleur déjeuner. Fait qu'à un moment donné, c'est de se mettre une petite charge protéinique dans tous les repas, toutes les collations. C'est correct. C'est un œuf à la coque, des noix, une omelette le matin. Fait que tu peux avoir, à la limite, un gruau, mais tu sais, va donc placer aussi une protéine avec ça. Là, fait qu'avoir une répartition... puis de couper dans des choses qui sont... tout le monde le sait, c'est quoi? C'est juste que c'est pas facile à faire parce que souvent, c'est bon. On disait qu'il n'y avait pas de consensus tantôt parmi les nutritionnistes, mais il y a une chose qui s'entend la plupart, c'est que tout ce qui est processed food. Oui. C'est tout ce qui est préparé à l'avance, tout ça. Il y a un de mes coachs, j'ai été faire une formation en alimentation dernièrement, puis j'ai trouvé ça hot parce que je l'estime beaucoup en passant, ce coach-là à Montréal, mais il dit généralement, il dit à ses clients, puis il faudrait que je commence à le faire aussi, parce que ça fait pas longtemps, on devrait aller dans un métro, puis tout ce qui se pêche, tout ce qui se chasse et tout ce qui se cueille. Je suis pas sûr qu'on va prendre une boîte de carton avec de la crème glacée. Fait que c'est quand tu regardes ça, les petits fruits, ça va, les noix, les fruits, les légumes, la protéine, les œufs, ça se cueille. Mais les processed food, définitivement, c'est à éviter. Le plus possible. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est supplément? Supplémentation, encore là, individuelle à chacun. Donc, notre rôle comme entraîneur, c'est d'évaluer les besoins, puis en fonction de ça, faire des recommandations. Donc, ce que je vois, fait que la supplémentation peut avoir un rôle à jouer, pas nécessairement pour tout le monde, mais il y a peut-être, je dirais, 3 à 4 suppléments que je vais me permettre de dire en ondes que toujours selon l'accord de votre médecin. Fait que, tu sais, je vais... T'es libéré de tout, hein? Oui, mais... mais c'est correct. Mais tu vas comprendre, tu vas comprendre que... Tu sais, quelqu'un qui mangerait du saumon 7 jours semaine, bon, il n'y a pas besoin d'oméga 3 nécessairement. Non, c'est bon, ça. mais c'est parce que c'est individuel, c'est différent pour chaque personne. Exact. Fait que la supplémentation, ça existe. La poudre de protéines, elle peut avoir un rôle à jouer après l'entraînement parce qu'elle est déjà filtrée. Puis dans le temps 0,30, pour l'assimilation de vos musculaires puis la réparation des myofibrilles, moi, je crois que la poudre de protéines post-entraînement peut avoir son rôle à jouer. C'est pas en manger un poulet rendu chez vous, par le temps qu'il se digère, avant qu'il arrive vraiment au niveau musculaire, la plage idéale pour favoriser le début de la récupération est passée. Okay. Donc, exemple, poudre de protéines peut avoir son rôle à jouer. Tu disais 0,30, ça veut dire qu'il faut que ça soit consommé à l'intérieur des 30 minutes? C'est ce qu'ils disent scientifiquement, mais tu sais, encore là, quelqu'un pourrait dire non, c'est 0,40. OK, là, mais bon, période courte. Mais les 3-4 suppléments que je suggère aux gens de peut-être juste s'informer. Le premier, c'est bien sûr les oméga 3 qui sont des bons gras. Ça favorise, entre autres, bien simplement l'augmentation du bon cholestérol, la baisse du mauvais cholestérol, prévenir l'artérosclérose, c'est bon pour prévenir les maladies cardio-respiratoires, etc. Vitamine D, on en entend parler beaucoup. Il y a des milliers d'études sur... qui sortent sur la vitamine D, puis même 1000 unités internationales sont en train de se rendre compte que c'est potentiellement pas assez, puis c'est pas tout le monde qui peut se faire, qui se fait griller en costume de bain 15-20 minutes par jour, 365 jours par année. Puis, tu sais, il y a le cancer de la peau là-dedans. Fait que la vitamine D, je te dirais, dans notre alimentation, c'est peut-être quelque chose que ça a beaucoup de vertus au niveau de la santé. Fait que c'est la deuxième. La troisième, on appelle ça un superfood. C'est que on réalise que notre alimentation canadienne est extrêmement acidique. Puis elle devrait être alcaline, ou en tout cas avoir une tendance alcaline. Donc, c'est pour ça que la moitié de l'assiette qui est verte, ou les légumes ont une tendance alcaline, ça l'aide à diminuer les hits. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui ont des tendinites, bursites, des problèmes inflammatoires. Puis l'alimentation, elle a un rôle. Là. Donc, d'avoir une alimentation à tendance alcaline est importante. Puis il existe un superfood qui s'appelle des greens ou des greens and red. Puis c'est une poudre verte. C'est des antioxydants extrêmement puissants, mais ils ont aussi une vertu extrêmement basique. Fait que je te dirais, comme vu qu'on s'entend, là, c'est pas tout le monde qui mange 8 portions de fruits et légumes par jour. Fait que, puis même à ça, je te dirais là, que ça m'étonnerait qu'un médecin dise qu'on devrait pas, qu'il y a une contre-indication, à moins de
vraiment une situation de santé particulière ou des allergies. Il faut faire attention. Il y a des gens qui ont des allergies. Je suis pas en train de dire que tous doivent le prendre. Informez-vous. Mais ça, c'est ça. Puis des fois, on a frappé beaucoup sur le calcium. Tu sais, prendre du calcium, tu sais, le calcium, mais si on regarde l'Organisation mondiale de la santé, par rapport au Canada, il exige un peu moins que nous là, par rapport à ça. Donc, c'est important. Puis encore là, quelqu'un qui fait de l'ostéoporose, c'est différent. Mais le calcium, OK, mais là, c'est le magnésium. Le magnésium commence à revenir beaucoup. Là, on en entend de plus en plus parler comme potentiellement le minéraux manquant. Oui, il n'y en a pas beaucoup dans l'alimentation. Exact. Puis le magnésium a un impact sur le cortisol, le stress, le sommeil. Fait que le magnésium a ses vertus. Là. Fait que c'est peut-être les 3-4, il y en a d'autres, mais que, que les gens pourraient dire, OK, on va m'informer un peu plus, aller voir un médecin, en parler. Parce qu'à un moment donné, à cause que là, on est rendu, je pense, à 8-9 milliards sur la planète. Au niveau de la culture, on s'entend-tu là, qu'on n'est pas dans les années 1700? Non, là, c'est... Fait que les micronutriments qu'on retrouvait dans un piment vert en 1894, je ne suis pas sûr qu'en 2018, on retrouve la même. Fait. Non, l'alimentation a beaucoup changé, mais là, tu as effleuré quelque chose, puis je me rends compte, j'ai oublié d'en parler, qu'on a parlé de blessures tantôt. Les joints, c'est souvent ça qui vont écoper le plus de blessures, je pense, quand on fait de l'entraînement. Puis là, il y a peut-être un lien à faire avec l'alimentation. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai observé, là, mais je suis content que tu aies touché ça parce que c'est pas... Je ne veux pas dire que c'est pas connu, là, mais on entend peut-être moins parler. Là. Ben, c'est ça. Écoute, on s'entend que quand on parle d'une articulation... Ben c'est une articulation, souvent quand c'est une articulation musculaire, c'est une articulation synoviale, c'est une articulation qui a un lubrifiant. Puis si le lubrifiant commence à devenir acidique, ben là, on se magasine tranquillement avec le temps, les années. Dans le fond, une dégénérescence du cartilage articulaire. Puis autour de ça, on a des ligaments puis on a des tendons. Fait que quand je dis que de manger un peu plus alcalin, c'est important. Bien, entre autres, c'est que si on peut rendre notre pH corporel un peu plus basique, bien, on s'aide au niveau des articulations. Il y a le collagène aussi qui existe comme supplémentation qui va aider à... C'est un autre supplément ça s'agite, là, des capsules de collagène. Puis, un des points, je peux revenir à l'entraînement, quand on parle d'articulation, c'est de là l'importance aussi de la bonne posture, parce que quand au niveau des segments articulaires, on n'est pas placé de la bonne façon, ça veut dire qu'au niveau de l'articulation, on n'est pas placé de façon efficiente. Et là, à ce moment-là, il y a des frottements plus forts qui se font à certains endroits, et de là, on peut se retrouver avec le temps. Puis je dis bien le temps, là, avec les années, avec des problématiques divergentes articulaires. Fait que de bien faire les choses, c'est important. Moi, j'ai une madame, il y a 2 ans, ça m'a fait de quoi, mais elle allait super bien. Elle a fait du jardinage. Puis en jardinant, on parle de jardiner, donc elle tirait sur une petite fleur, mais elle avait le dos courbé vers l'avant. Et elle s'est fait une hernie discale. Une hernie discale, tout le monde le sait. Très douloureux. Ça ne tente pas d'avoir ce diagnostic-là en cueillant une fleur, en tirant sur un herbage. Fait que juste par une question de posture. Posture, c'est tellement important dans tout ce qu'on fait. Parce que j'ai beaucoup de gens blessés qui, malheureusement, c'est une des causes a été comme une mauvaise posture. Pas toujours. Là, ça peut, des fois, c'est un accident de travail ou autre chose, mais la posture... C'est pas évident au quotidien. Comme on a tellement des mauvaises habitudes. Là, parce qu'on en parle, je me rends tout le temps compte, je me redresse dans ma chaise. Mais comment est-ce qu'on fait? C'est quoi? Comment est-ce qu'on fait pour y penser au quotidien? C'est particulier parce que j'avoue que c'est un processus long terme. Là, parce que si quelqu'un, exemple, a développé une mauvaise posture, on va mettre ça sans une mauvaise posture avec le temps, mais c'est pas vrai que je peux dire à un client en 2 mois, je te corrige. Fait que là, on va faire du relâchement myofacial de certains muscles, on va étirer certains muscles qui sont suractifs, puis on va renforcer les muscles antagonistes qui doivent être renforcés. On travaille au niveau postural pour aider la personne, mais c'est sûr que, exemple, de faire une rétraction de l'épaule, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'épaule en protraction, puis que ça soit inconscient,
ça prend du temps, là. Parce qu'on s'entend, quand on est debout, on ne prend pas conscience qu'on est debout, puis que s'il n'y a pas des muscles qui seraient en contraction continue, isométrique, on tomberait à terre. C'est inconscient. Fait qu'il y a moyen, éventuellement, avec le temps, que inconsciemment, le corps, au niveau moteur, envoie un signal nerveux, puis qui place les muscles dans l'activité des muscles de la bonne façon pour garder la posture, mais on parle d'un travail quand même de longue envergure. Là, quand on parle d'aider quelqu'un à améliorer sa posture, on ne fait pas ça en un mois. Là. Fait que dans le fond, tu peux réapprendre, j'imagine, à ton muscle par un programme à long terme à inconsciemment ce qui se place de la bonne façon. Oui, puis encore là, je dis ça, puis avec certaines limitations, parce qu'il y a des gens qui a des atteintes permanentes. Là. Je ne suis pas en train de dire là, que je suis capable de corriger la posture parfaitement de quelqu'un. Puis en passant, je fais de l'analyse posturale. Puis ça m'est, je pense, jamais arrivé de rencontrer un humain en avant de moi que j'ai dit ta posture est parfaite, j'ai rien à corriger. Non, parce que tu sais, genoux en valgus, puis en pronation, ou lordose prononcée, ou, on a toujours un petit quelque chose, là, mais généralement, il y a moyen d'optimiser notre posture. Puis ça a un impact positif aussi dans l'activité physique, la performance sportive, prévenir les blessures. Donc, pourquoi pas? J'aimerais ça qu'on prenne, avant qu'on finisse, un petit peu le temps de parler de toi. Puis c'est drôle parce qu'on s'est rencontrés, puis j'imagine que tu t'en souviens, on s'est rencontrés au jour de l'an. On était au spa nordique. J'ai trouvé ça fascinant parce qu'au jour de l'an, la plupart du temps, le monde se rassemble, puis il fête, puis là, il fait des mauvaises habitudes cette journée-là. Mais toi, tu étais là, cette journée-là, tout seul, pour prendre du temps pour toi, puis aussi penser, je me sens que tu m'avais dit que tu voulais planifier ton année, puis tes objectifs, puis qu'est-ce que tu voulais faire. Toute ma famille est au courant que, tu sais, moi, mes valeurs familiales sont importantes, valeurs de travail aussi, malgré que mon métier, je ne le vois pas comme un travail, mais une mission de vie. Mais c'est clair que tous les gens qui m'entourent sont conscients que le 31 décembre, je le passe au spa nordique seul. Pour la raison suivante, c'est que je fais une rétrospective de mon année. C'est important de faire un retour sur mon année. Deuxièmement, c'est de m'assurer dans une situation où tout le monde est en couple, fight, tout ça, que je suis bien avec moi-même. Fait que je me retrouve un peu dans une situation particulière où que là, on a le droit de parler le 31 décembre au spa, mais je me retrouve seul, puis juste être bien avec moi. Puis bien sûr, là, bien commencer l'année. Fait que je veux finir l'année zen, prendre soin de moi, bonne alimentation, les bains, je fais un peu de lecture. Fait que... Oui, comme pour moi, c'est comme une journée qui devient quasiment une journée fétiche. Là, pour moi, toutes les années, c'est ma priorité numéro un. Longtemps que tu fais ça? Ça va faire, écoute, 6-7 ans là, que je fais ça. Puis c'est comme un rendez-vous avec moi-même. Tu sais, j'essaie d'être vraiment, tu sais, ils appellent ça « walk the talk », là. Tu sais, j'enseigne beaucoup. Fait que de suivre, dans le fond, les conseils que tu donnes toi-même. Oui, mais encore là, tu sais, j'ai mes propres défis personnels, tu sais. Des fois, je ris, j'ai une petite risée de moi-même dans le sens que je suis conscient que j'ai encore des choses que, justement, c'est pour ça que je fais mon planning, tu sais, que je vais évoluer, grandir, puis que je veux m'améliorer comme personne pour être le meilleur de moi-même pour être quelqu'un d'autre. Il faut que je commence avec moi-même. Ça va aussi avec la formation. C'est bien beau, j'ai fait un paquet de formations, mais j'essaie d'être en formation continue par respect pour les gens qui me payent, d'essayer d'être humain, mais en même temps de donner le maximum de moi-même pour aider quelqu'un à évoluer et à améliorer sa condition. Tu sais. Puis, je suis curieux de savoir aussi, quand est-ce que ça a commencé? Ça fait-tu longtemps que tu tripes conditionnement physique? J'ai des photos de moi avec mon père. Mon père avait un gym, puis merci, Pa. Depuis que je suis né. Tu sais, oui, un gym, là, on parle là, de 1500 livres d'haltères, des poulies avec qui étaient accrochés avec des 2x4, puis tu sais, à l'ancienne, mais vraiment un gros gym. Puis j'ai des photos là, que j'ai 3 ans, puis j'ai des poids dans les mains, puis je suis fasciné de voir mon père s'entraîner. Puis à l'âge de 9 ans, j'arrêtais de jouer au hockey dans la rue. À 4h30, je rentrais chez nous, puis j'écrivais j'ai encore le livre d'ailleurs, en 1978-79, j'écrivais mes haltères, combien de poids à 9 ans. Mais j'ai eu un cheminement un petit peu particulier parce que je savais que ma mission de vie était d'aider les gens. Tu sais, c'est vraiment ma destinée sur la planète, mais je ne savais pas exactement où. Fait que j'ai fait... au cégep, j'étais en psychologie, puis à l'université, dans les années début 90, j'ai fait mon bac criminaux-psychologie.
mineur en criminaux, mineur en psychologie, puis j'ai travaillé en psychiatrie quelques années. Puis ensuite, en 1995, par hasard, ici à Buckingham, il y avait un gym. J'ai été m'entraîner, puis j'ai commencé comme entraîneur en 1995, en même temps que j'étais en psychiatrie. Tu sais. Okay. Puis j'ai tellement trippé que là, je m'ai dit, wow, OK, c'est ce que j'aimerais faire. Tu sais. Fait que j'ai commencé comme entraîneur, puis j'ai jamais lâché depuis. J'ai été propriétaire d'un gym pendant 8 ans, mais vu certaines difficultés financières, j'ai été responsable santé et sécurité dans une usine de 300 employés pendant presque 10 ans en parallèle que j'avais le gym. Puis après ça, j'ai vendu le centre. J'ai continué à faire du résidentiel. Puis quand le Gym Max a ouvert en 2009, je continuais à travailler comme responsable santé et sécurité. Puis je continuais comme entraîneur privé à temps partiel. Puis vraiment, en 2014, ça a été le point culminant où je m'ai dit, écoute, la journée où je vais donner mon dernier souffle sur la planète, qu'est-ce que je veux avoir laissé et légué? Puis toute ma chaîne d'ADN a dit ce qui suit. Je veux améliorer la condition physique du maximum de personnes qui vont croiser ma route. C'est extrêmement ma mission. Écoute, je suis pas juste sur mon X, là, mais en 100 un au-dessus de l'autre. Fait que j'ai donné ma démission. Puis écoute, pas de client, pas de paye, mais ça va super bien. Puis je suis vraiment... ça va, je touche du bois, là, mais ça va vraiment bien. Mais en développant le lien de confiance, puis en aidant les gens, puis en étant vraiment intègre, ben ça fait qu'à un moment donné, ça va bien. Fait que c'était un peu mon cheminement de vie. Puis je vois pas de retraite non plus. C'est important de dire que moi... Je ne veux pas me retirer. Je souhaite travailler constamment. Peut-être à 70, on va vouloir ralentir un peu ou 60, mais ça n'existe plus pour moi prendre une retraite parce que pour moi, je n'actualise pas un métier. Je ne m'en vais pas travailler. J'en mange. Après une semaine de vacances... Ça va triper, là. Oui, après une semaine de vacances, j'ai hâte de revenir. Je me souviens pas la dernière fois que je me suis levé le matin et dire hey boy, je m'en vais au gym. Je m'en vais aider du monde. Non. J'aime ça. Tu as l'air d'un gars à projet qui, j'imagine, quand tu as fait ta rétrospective en janvier, tu as dû avoir bien des affaires à l'agenda pour l'année qui s'en vient. Oui. Ben oui, puis non, tu sais, dans le sens où trop c'est comme passé. Ouais. Tu sais, j'ai réalisé que j'ai procrastiné sur une ou deux choses. Donc, j'ai fait un peu l'effet inverse cette année. Okay. Au lieu de me mettre une assiette trop pleine, j'ai regardé une ou deux choses que j'avais procrastinées, puis j'ai dit, OK, actualise ça cette année. Ah. Donc, j'ai essayé de ne pas en mettre trop sur l'assiette. Donc, j'aime ça être zen le plus possible. Fait que je regardais les 2-3 points où j'avais pas encore une zénitude globale. Fait que je suis là-dessus. Puis en même temps, gradué en massothérapie aussi. Ça, c'est quelque chose que justement, j'avais délaissé un peu. Fait que là, ça, c'est vraiment important pour moi. J'avais procrastiné un petit peu là-dessus. Tu sais, ça prouve que... C'est ça, je suis humain. C'est pas évident là, de dire « je le fais, j'ai de la rigueur, j'en ai dans plusieurs choses », mais... fait que là, je suis content de dire que ça s'en vient. Fait que, tu sais, j'ai des petits projets comme ça. Être près de ma famille, c'est super important aussi. Fait que passer du temps avec ma famille, avec mes amis. Puis toujours avoir un rendez-vous de 5 à 10 minutes avec moi le matin puis le soir, ça, pour moi, c'est capital. Puis à partir de là, je suis heureux, je suis bien, puis je suis content de me lever à chaque matin pour faire mon travail. Parce que c'est à quoi je suis destiné. Ben, génial. Écoute, tu dis que tu veux rejoindre le plus de monde possible. On va espérer qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui vont avoir été peut-être motivés par notre entrevue. Ça, c'est vraiment le fun de jaser avec toi. Merci d'être venu. Ça me fait vraiment plaisir. Merci. C'est vraiment cool.